Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui nous concerne tous, celui de l'ego. Dans cette première partie, nous allons aborder la création, la première manifestation de l'ego et tenter de mettre en lumière ce que peut être l'ego. Alors comme toujours, je vous partage la vision égyptienne de l'enseignement de Thoth, mais aussi la vision du yoga. Alors selon l'enseignement égyptien, l'ego sous le terme d'ego, en fait, s'expriment des égos multiples, variés. Or la difficulté, c'est que nous ne disposons pas du vocabulaire, en tout cas en France, dans la langue française, pour pouvoir nommer chacun des différents égos. De la même manière, nous sommes un peu limités au niveau de ce que nous appelons les corps-conscience. Or, l'ego va s'exprimer de manière différente selon les différents plans dans lesquels il va se manifester, selon les différents corps-conscience à travers lesquels il va s'exprimer. Et si on devait résumer ce que nous allons développer au travers de ces différentes rencontres sur le thème de l'ego, c'est que d'une manière générale, l'ego est lié à plusieurs notions. La notion de séparation d'avec la source, la notion d'individuation qui découle de la séparation, la notion d'identification qui découle de l'individuation, et la notion de conscience. Apparaissent ensuite, et simultanément, d'autres notions comme celle de la saisie et la notion de mental. Parce que le conscience, ego, mental, identification sont extrêmement liés les uns aux autres et vont revêtir des aspects différents selon leur condensation, selon les plans sur lesquels ils se situent, les uns et les autres. Et revenons pour l'instant à la première manifestation de cette notion d'ego. Donc je vous le disais, l'ego est lié à la notion de séparation. Donc de séparation d'avec la source, que certains vont nommer Dieu, la déesse mère, le grand architecte, la vie, la lumière, l'amour, le grand tout, la source, quel que soit le nom que vous lui donniez. L'ego apparaît
lors de la première séparation du grand tout. En Égypte, le père et mère, la mère et père divine, se nomme Net, la grande déesse Net, la source. Mais la grande déesse Net n'est pas le Dieu ultime, qui lui se situe au-delà du manifesté et du non manifesté. La grande déesse mère, Net, est la source du monde manifesté. Et dans ce monde manifesté, la première manifestation de l'ego va apparaître avec la formation de l'œuf primordial. Je vous invite à visionner les différentes capsules déjà mises en ligne qui traitent du sens de la vie, de l'œuf primordial. J'en parle également dans le cheminement des jumeaux cosmiques, des âmes jumelles. Donc l'œuf primordial provient de la source. Et on peut dire qu'il y a comme un ego primordial, un je primordial lié à cette première séparation d'avec la source, le je, l'ego primordial de cet œuf cosmique, de cet œuf primordial. Et cet œuf primordial est comme notre cellule primordiale. Et c'est important à noter parce que nous serons amenés à revenir sur ce sujet de l'ego au niveau cellulaire, jusqu'au niveau de chacune de nos cellules, puisque cela s'exprime déjà au moment de la manifestation de l'œuf primordial sur le plan céleste. Donc je vous le rappelle, pour résumer brièvement, chacun d'entre nous, alors je vous parle bien sûr sur le plan terrestre, puisque nous échangeons là sur le plan terrestre, chacun d'entre nous est issu d'un œuf primordial. Donc il n'y a pas qu'un seul œuf primordial pour toutes les âmes. La déesse Père et Mère Net est la Mère divine, la grande déesse, la source du monde manifesté. Elle est une, mais nous sommes nous issus, deux par deux, avec notre jumeau ou jumelle, nous sommes parèdres et jumeaux, deux par deux, et issus les uns les autres d'un œuf primordial, mais deux par deux dans notre œuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul œuf, il y en a des milliards. Donc je ne parle à chaque fois que d'un œuf, mais il y a des milliards d'œufs, c'est pour vous resituer, d'où nous venons les uns les autres. Donc au moment de la formation de cet œuf se forme un je primordial, et au sein de cet œuf vont se mettre en place tout un tas de processus de transformation et de division. Déjà on retrouve la division cellulaire au sein de l'œuf qui est comme notre cellule primordiale. Et cet œuf va se scinder au travers de tout un long processus de transformation, se scinder en deux. Un principe yin primordial, le féminin primordial, et un principe yang primordial, le masculin primordial. Et d'un je primordial de l'œuf vont apparaître déjà deux je primordiaux complémentaires au sein de l'œuf, mais qui sont encore extrêmement subtils, très proches de la source. On est encore sur le plan céleste.
Et puis cet œuf va poursuivre ses transformations internes jusqu'à ce que le moment soit venu, il est à maturation, et le moment est venu de sa manifestation, de l'éclosion de l'œuf primordial, vont naître deux âmes qui vont se condenser dans ce processus de descente du plan céleste jusqu'au plan terrestre, puisque nous sommes sur le plan terrestre, j'échange à partir de ce plan-là, donc je vous parle de ce plan-là. Il va y avoir création des différents corps conscience, et l'Égypte en nomme 12. Donc création des différents corps conscience, et le je va descendre à travers ces corps conscience, donc les imprégner, chaque corps conscience va être imprégné du je, de ce processus d'individuation qui est lié aussi à la conscience, de descente dans la matière, jusqu'à arriver à notre première naissance, la première naissance au monde, au plan terrestre, dans un corps de chair, un corps de nourriture, un corps physique. Et avant chaque naissance au monde, la conscience va à un moment donné, avant de s'incarner, traverser ce qu'on nomme le lac de l'oubli, et qui va porter des noms différents selon les traditions, les cultures, les époques. Et on peut dire que ce lac de l'oubli est comme un espace-temps dans lequel la conscience a tendance à s'endormir. Alors chacun va le traverser différemment. Certaines âmes vont être suffisamment éveillées dans leurs différents corps conscience pour être en mesure de traverser ce lac de l'oubli en pleine conscience, ou en tout cas en état de conscience et pas d'endormissement total. Alors pour de telles âmes qui traversent avant de s'incarner le lac de l'oubli en conscience, cela va donner des bébés qui, même s'ils n'ont pas encore usage de la parole, sont éveillés dans leur corps de bébé, ont vraiment une conscience éveillée. Et des enfants qui peuvent être beaucoup plus éveillés que ne le sont certains adultes qui restent endormis toute leur vie parfois. Mais repartons à présent sur le cas le plus courant d'une âme endormie durant la traversée du lac de l'oubli et qui se retrouve bébé, grandissant, enfant, adolescent, adulte, toujours endormi. Et là, je parle bien d'être dans un corps physique. Là, je parle au niveau de la conscience endormie. Et comme la conscience est endormie, ça ne veut pas dire que leur conscience sur d'autres de leur véhicule de conscience, d'autres corps conscience, que leur conscience sur les autres plans ne soit pas éveillée. Mais par contre, comme le lien n'est pas fait, et qu'il y a un barrage dont nous allons parler, qui empêche justement la conscience de voyager, de circuler et de permettre un éveil de conscience jusque dans le corps physique, eh bien ces êtres qui sont toujours dans le monde de l'oubli, bien qu'ils nous semblent être réveillés sur Terre, vous parlez avec eux tous les jours, sont pourtant endormis, inconscients. Et cet état de non-éveil de la conscience fait qu'il y a identification du je qui a traversé les couches et qui est là dans ce corps. Ce principe d'individuation, de conscience du je,
va s'identifier d'autant plus à ce corps physique, à ce nom, à ses impressions, ses perceptions, ses émotions, va s'identifier d'autant plus que sa conscience est endormie. Et lorsque la conscience est endormie, le mental, qui est un des corps conscience, il y a un corps conscience qui est relié au mental, mais pas le mental que nous connaissons habituellement, pas ce mental qui est prôné en Europe et à notre époque. Ça, c'est le mental qu'on pourrait dire inférieur. Eh bien, il y a complète identification avec, au lieu d'être identifié ou relié à la conscience, il y a identification avec l'outil, avec le mental. Et en ce cas, ego, petit jeu, identifié au corps, au mental, par le biais du mental, se coupe encore plus de qui il est véritablement, de ses origines célestes, de ses autres corps conscience, et peut passer toute une vie endormi en conscience. Nous allons déjà résumer ce que nous venons de voir ensemble, hein, pour faire un premier point. L'ego est lié à la notion de jeu, à la notion de séparation. De séparation tout d'abord avec la source, Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez. Le jeu apparaît au niveau de l'œuf primordial, sur le plan céleste. Cet œuf est comme une cellule qui va se diviser en deux principes, yin, yang, ce sont des mots. Le jeu va devenir deux jeux, encore très liés l'un à l'autre, très liés encore à la source. Et puis, au moment de la première manifestation des deux principes yin-yang, il y a éclatement de l'œuf, séparation du yin et du yang, qui restent néanmoins liés l'un à l'autre, et les deux jeux. Les deux individus vont créer, former leur corps conscience, leurs différents véhicules de conscience vont se condenser jusqu'à arriver à leur première manifestation, leur première naissance au monde. Et là, le jeu est dans le corps physique, c'est là où il est le plus condensé. Mais le jeu, l'ego, s'exprime dans chacun des différents corps conscience. Et je vous le disais, c'est au niveau de la cellule, des cellules. Il y a la cellule primordiale qui est l'œuf primordial. Avant de s'incarner, que ce soit lors de la première incarnation, mais aussi avant chaque incarnation, l'âme traverse le fleuve de l'oubli. Et selon le travail en conscience qu'elle a réellement réalisé en elle, à travers ses différents corps conscience, elle pourra ou ne pourra pas traverser ce fleuve de l'oubli en conscience. Donc si elle ne le traverse pas en conscience, et en état, on va dire, d'endormissement, de non-conscience, il va y avoir identification, d'autant plus importante qu'il y aura endormissement, identification à ce corps physique, à ses pensées, à ses émotions, et au lieu d'être en conscience dans la vie, d'avancer en conscience dans la vie, elle va avancer avec le mental. Et le mental va devenir maître d'une partie de son être. Donc l'ego, le jeu, on dit l'ego, comme s'il n'y en avait qu'un, comme si, ça y est, on a mis un mot dessus et c'est tout ça. Mais si vous m'avez bien suivi, vous commencez à percevoir que c'est pas aussi simple que cela, parce que je vous ai dit, l'ego va s'exprimer à travers chacun des corps conscience.
Et puis aussi, il va s'exprimer différemment, même dans ce corps conscience physique, le corps de nourriture, ce corps matériel, de matière, selon la conscience plus ou moins éveillée que nous avons à partir de ce corps physique, il va y avoir identification plus ou moins importante. Et plus il y a identification, plus l'être va accorder de l'importance au mental. Donc, je serai amenée dans une prochaine vidéo à vous parler du mental, c'est important, parce que là encore, on parle du mental comme s'il n'y a qu'un mental, mais en fait il y a ce qu'on appelle le mental, une forme de mental différente selon les corps conscience, mais aussi selon l'éveil en conscience des corps conscience. C'est-à-dire qu'il y a un mental, si votre corps physique de matière, si vous n'êtes pas identifié, ou en tout cas le moins possible avec ce corps, avec ses émotions, avec ce mental, le mental est un outil extrêmement important, bénéfique, et participe à l'éveil. Donc voilà, tout est, on peut dire une chose et dire en même temps apparemment son opposé, mais parce qu'on ne se place pas sur le même point de vue. Donc nous aborderons aussi le mental lors d'autres rencontres. Donc nous allons poursuivre sur le jeu, hein, l'ego, dans ce processus qu'on va dire spirituel, d'éveil. Vous comprenez, si vous m'avez suivi, qu'il est hors de question de se dire « Oh, mon ego est mon ennemi ». L'ego fait pleinement partie du processus d'individuation. Et lorsqu'on pense que l'ego est un ennemi, c'est que on aspire à revenir à la source, à revenir au grand tout. Alors certains aspirent à se fondre dans le grand tout, hein, ce que les Égyptiens nomment le Noun. Alors pour les Égyptiens, c'est pas le but de la vie, mais pourquoi pas, hein. Après, chacun suit sa voie et la cosmogonie et la cosmologie de sa propre voie. Mais en tout cas dans la voie égyptienne, se dire je vais tuer mon ego, c'est comme si j'allais me tuer moi-même, mais avec une incapacité de revenir à la source. C'est renier le processus même de la manifestation et le sens de la vie pour l'Égypte. En Égypte, l'ego n'est pas perçu comme un frein. C'est l'identification, la saisie, la non-conscience qui sont des freins. L'ego n'est pas la source du problème. C'est l'oubli, la non-conscience qui est à mettre en lumière et du coup amener la conscience. L'individuation, le processus d'individuation n'est jamais nié en Égypte. C'est-à-dire que lorsque je vous explique, hein, le but de la vie pour l'Égyptien, eh bien, c'est que chacun des deux jumeaux dont je parlais tout à l'heure, issus de l'œuf primordial, vont chacun devenir des âmes entières, des nouveaux Horus. Et par à nouveau une nouvelle réunion de leurs deux âmes qui sont complémentaires, qui l'ont toujours été, lorsque les deux sont dits éveillés, dans leurs 12 corps conscience réunifiés, chacun ayant 12 corps conscience réunifiés, leur réunion peut donner naissance sur le plan céleste à
un autre principe trinitaire, au principe trinitaire d'un nouvel Ruslan-ancien, comme un logos qui pourra, lui, traverser le Noun. Mais chaque nouvel Horus l'Ancien a un parfum particulier, une vibration particulière, une couleur particulière, une énergie particulière. Il ne s'agit pas, dans la voie égyptienne, d'être tous des clones ou de se refondre pour se perdre dans un océan infini. En tout cas, pas à ce stade-là de la manifestation. Le chemin en Égypte est bien plus vaste que ce que l'on imagine au départ. Et donc l'ego va être un ego plus subtil, mais on peut dire qu'un sage, même sur le plan terrestre, là je ne parle pas sur le plan céleste des dieux, un sage a un ego illuminé, dans le bon sens du terme. C'est pas un illuminé, un ego éveillé. Mais il a toujours sa propre essence, son propre parfum, sa propre couleur, sa propre vibration, sa propre manifestation, sa manière qui lui est propre de parler, de se mouvoir, de ressentir. Regardez, on a cette chance fantastique de pouvoir visionner des vidéos sur Ramana Maharishi, sur Punja, sur différents sages, Nisargadatta Maharaj. Visionnez une cassette de Nisargadatta Maharaj. Il n'a rien de comparable avec Niranjananda ou Mahananda Mayi. Et cette manifestation spécifique à chacun, c'est une forme de jeu, d'individuation, d'ego illuminé, éveillé. Donc l'ego n'est pas à détruire, l'ego n'est pas l'ennemi à abattre. Ce qui doit être mis en lumière, c'est le processus d'identification, c'est la non-conscience, c'est la saisie, qui vont condenser l'ego et le teinter, le charger de manteaux lourds à porter, de croyances, de résistance et d'ombre qui, dans le travail égyptien, sont à mettre en lumière, à libérer, à poser, à conscientiser. Alors je vous le rappelle, puisque nous allons en rester là pour aujourd'hui, vous pouvez m'adresser vos questions par email contact@deva-ling.fr. J'y réponds, soit par mail, soit au travers de vidéos. À très bientôt.